m'appelle Koubouya Patient. Je suis ingénieur civil. J'ai fini mon bachelor au Congo, en République démocratique du Congo, et actuellement je suis en train de faire mes études post-universitaires en Chine, à Beijing University of Civil Engineering and Architecture. Et mon domaine de spécialisation, c'est l'ingénierie des structures. Et d'une manière particulière, je suis en train de mener la recherche dans le domaine de la résistance et de l'isolation sismique des structures. Alors, nous sommes ensemble dans le cadre du cours de calcul des structures 2, qui, en d'autres termes, est encore appelé le cours de calcul des plaques et des coques. Et pour ce qui concerne le cours, j'ai ici quelques éléments de la bibliographie. Alors, il y a Tarner qui a écrit sur Thin Plates and Shells Theory, Analysis and Applications. C'est un livre très intéressant sur les calculs des plaques et des coques minces. Et comme nous allons le voir dans la suite du cours, la quasi-totalité des plaques qui existent en application seront des plaques minces. Ainsi, les plaques minces sont beaucoup plus étudiées et sont très importantes pour la pratique dans le métier d'ingénieur civil. Alors, il y a Zeeland qui a écrit sur Theories and Applications of Plate Analysis. Il y a François Frey et Studer, son ami, qui ont écrit sur le traité du génie civil, volume 5, analyse des structures et milieux continus. Et eux, ils ont consacré leur grand ouvrage au calcul ou à l'analyse des coques. Il y a aussi les notes manuscrites qui sont basées sur le cours de calcul des plaques et des coques qui est donné par le docteur Utah. Et ce sont ces éléments qui m'ont permis plus ou moins de constituer le cours que nous sommes en train de vouloir faire ensemble sur le calcul des plaques et des coques. Alors, pour ce qui concerne le plan de ce que nous allons faire, le cours, comme il est intitulé Calcul des plaques et des coques, il va comporter deux grandes parties. Et la première partie, ce sera le calcul des plaques. Et la deuxième partie, ça sera le calcul des coques. Alors, pour ce qui concerne les plaques, nous allons subdiviser l'étude des plaques en deux grands chapitres. Le premier chapitre, ça sera la théorie complète des plaques dans les hypothèses de Reissner-Mendelin. Et la deuxième partie, ou le deuxième chapitre, ça sera la théorie simplifiée des plaques dans les hypothèses de Kirchhoff-Love. Alors, ici, nous parlons des théories complètes parce qu'il s'agira de l'étude des plaques épaisses. Et ici, nous parlons des théories simplifiées parce qu'il s'agira de l'étude des plaques minces. Les plaques minces étant bien évidemment un cas particulier des plaques épaisses, ça sera le cas où l'épaisseur est très faible. Et nous allons voir dans l'introduction du cours quand est-ce qu'on va parler de plaques minces et quand est-ce qu'on va parler de plaques épaisses. Alors, pour ce qui concerne la deuxième partie, sur l'étude des coques, nous allons présenter dans un premier chapitre quelle définition et classification des coques. Au deuxième chapitre, nous allons présenter ce qu'on appelle la théorie membranaire et la théorie flexionnelle pour le calcul des coques. Au troisième chapitre, nous allons présenter les coques coniques. Au quatrième chapitre, nous allons présenter les coques sphériques. Et enfin, au chapitre 5, nous allons présenter les coques cylindriques. Alors, pour commencer le cours, à l'introduction, il faut d'abord comprendre qu'une plaque est une structure dont deux dimensions sont prépondérantes par rapport à une autre et qui présente une surface plane.
La coque, quant à elle, sera une structure dont deux dimensions sont prépondérantes et qui présente une surface courbe. Et l'exemple pratique d'une coque, d'une plaque, c'est par exemple la dalle que nous avons ici. Si vous essayez un peu d'analyser les dimensions, nous avons une dimension qu'on appelle l'épaisseur qui sera mesurée dans le sens de la hauteur et deux dimensions dont l'une sera appelée la longueur et l'autre la largeur. Et vous allez vérifier que si vous comparez la troisième dimension qui est l'épaisseur, elle sera de loin inférieure aux deux autres dimensions. L'épaisseur sera évaluée en termes de centimètres, tandis que la longueur et la largeur seront mesurées en termes de mètres. Pourquoi pas des dizaines de mètres dans d'autres cas. Alors, cela est la grande différence entre l'étude des plaques et des coques par rapport à l'étude des structures formées des poutres assemblées rigidement que vous aviez vu dans les cours précédents de calcul des structures. Et dans le cadre des cours de calcul de structure, on étudie les poutres qui sont des structures dont une dimension est de loin supérieure aux deux autres, et les deux autres dimensions qui sont inférieures, ce qu'on va appeler les dimensions qui constituent la section, tandis que la dimension longitudinale sera appelée la longueur de la poutre. Ici, par contre, nous aurons une structure dont une dimension sera de loin inférieure à d'autres, ce qu'on va appeler soit la hauteur ou l'épaisseur de la plaque, et les deux autres dimensions vont constituer les deux portées de la coque, disons de la plaque. Alors, quel est maintenant l'objectif du cours? Comme tous les cours de calcul de structure, l'objectif est que lorsque nous avons une structure qui est soumise à un système de chargement extérieur, et par chargement extérieur, ça sera le poids propre et les différents matériels que la structure est susceptible de porter, tout comme aussi ça sera les actions naturelles comme par exemple les charges dues aux intempéries, comme par exemple les actions sismiques, ça sera aussi les actions de neige, ça sera aussi les actions du vent. Et une fois que vous avez une structure, une plaque ou une coque soumise au chargement extérieur, le premier objectif du cours des structures sera de déterminer les équations différentielles qui régissent le problème. Les équations différentielles qui régissent le problème en termes de cinématique, d'équilibre et de réaction d'une structure constituée d'une plaque ou d'une coque. Ensuite, il faudra intégrer ces équations pour déterminer l'inconnu principal du problème qui sera le champ de déplacement. Et en fin de compte, il faudra déduire les forces internes qu'on appelle encore les sollicitations. Et pour ce qui concerne les calculs de structure, les sollicitations seront des moments, des efforts tranchants ou des efforts normaux. Tandis que les déformations seront généralement calculées sous forme de flèches. C'est ça en fait l'objectif du cours de calcul de structure. Vous avez un chargement extérieur et à partir du chargement extérieur, il faut modéliser la structure pour déterminer les équations différentielles qui régissent le problème. Et une fois que vous avez les équations différentielles qui régissent le problème, il faudra les intégrer pour déterminer l'inconnu principal qui sera le champ de déplacement et en fin de compte, déterminer les inconnus secondaires qui seront les sollicitations. Alors, à quoi servent alors les inconnus secondaires et inconnus principaux qui sont les champs de déplacement ainsi que les sollicitations? Cela va nous servir à ce qu'on appelle le dimensionnement. Lorsque vous avez une structure, vous avez besoin de savoir quelle, par exemple, épaisseur donner à la dalle pour que cette dalle puisse tenir face aux sollicitations auxquelles la structure est soumise. Pour arriver à cela, il faut d'abord calculer les sollicitations. Et généralement, le dimensionnement se fait dans ce qu'on appelle les cours des matériaux. Si la plaque est en acier, on va utiliser les cours de construction métallique pour dimensionner la plaque métallique.
Si la plaque est en béton armé, on va utiliser le cours de béton armé pour dimensionner la plaque en béton armé. Mais comme vous allez le remarquer, lorsque vous allez faire ces cours, ou si vous les avez déjà faits, ces cours ne s'intéressent pas trop à la manière dont les sollicitations sont obtenues. Il y a des normes qui donnent les actions auxquelles la structure sera soumise. Ces normes vont donner les règles de dimensionnement qu'il faut suivre par rapport aux matériaux, mais il y a une étape intermédiaire entre les actions ainsi que les sollicitations qui naissent dans la structure qui n'est pas traitée par ces cours de matériaux. D'une manière grossière, ces cours ne peuvent que donner par des abacs comment calculer les sollicitations à partir des actions extérieures. Par exemple, si vous avez déjà fait le cours de béton armé 1, vous allez vous rendre compte que si vous avez une plaque simplement appuyée sous l'action des forces uniformément réparties, il y a des abats qui vont vous donner les moments maximum au centre de la plaque sous forme de mu x fois qui multiplié par L au carré, et mu x est donné dans les abats. Mu y et my sera égal à mu y multiplié par mx. Et les mu y et mu x, ce sont des éléments qui sont donnés dans les abats, mais en fait, ils sont calculés par les cours de calcul des structures. Et donc, avec ce que nous sommes en train de vouloir faire ici, sans recourir aux abacs, vous avez la possibilité, à partir du chargement extérieur sur une plaque, de déterminer les sollicitations dans la structure, lesquelles vont nous permettre de déterminer les contraintes, de telle sorte qu'une fois que nous avons les contraintes, nous pouvons dimensionner la structure. Et ça, c'est un objectif spécifique des cours de structure. Donc, une fois que vous avez les sollicitations ainsi que les champs de déplacement, vous pouvez dimensionner la structure, mais aussi l'autre objectif spécifique des structures que l'on traite beaucoup plus, non pas en génie civil en général, mais beaucoup plus en ingénierie des structures quand on fait la spécialisation, c'est ce qu'on appelle le problème d'optimisation des structures. L'optimisation des structures va concerner deux éléments principalement. Ça va concerner, premièrement, la forme des structures, mais aussi les matériaux qu'il faut utiliser dans les structures. En tant qu'ingénieur des structures, dans la spécialisation que nous sommes en train de faire, une fois que vous avez fait l'étude de structure, vous avez déterminé les déplacements dans la structure ainsi que les contraintes dans la structure, vous avez la possibilité de savoir quelle est la forme que je dois donner à ma structure pour qu'elle puisse travailler d'une manière optimale avec les mêmes quantités de matériaux. À ce moment-là, par exemple, pour ce qui concerne les ponts, on va conseiller que pour une certaine portée, il faudrait utiliser telle forme de structure. Pour une autre portée, il faudrait utiliser une autre forme, etc. Et on va conseiller que pour tel type de structure et pour tel type d'action, il faut opter pour telle forme, disons, pour tel type de matériau et non pas pour tel autre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'optimisation des structures. Et ça, c'est beaucoup plus un objectif qu'on poursuit dans la spécialisation des calculs de structures. Mais quant à vous qui êtes en train de faire le cours des structures en tant qu'ingénieur de conception, nous allons beaucoup plus nous limiter à déterminer les sollicitations ainsi que les champs de déplacement avec pour finalité de faire ce qu'on appelle le dimensionnement. Le dimensionnement qui va consister plus ou moins simplement à dire si nous avons un tel type de chargement, à partir de ces chargements, quelles sont les dimensions qu'il faut donner à la structure pour que celle-ci puisse tenir. Et le dimensionnement sera généralement de deux types. Il y aura ce qu'on appelle les calculs aux états limites ultimes. Et là, on va vérifier que les contraintes restent dans une limite admissible pour que la structure ne puisse pas entrer en ruine.
Et le deuxième type de dimensionnement ou de vérification, ça sera ce qu'on appelle les vérifications aux états limites de service, qui vont consister à vérifier que même si la structure n'est pas entrée en ruine, est-ce que la structure répond aux exigences de son utilisation? Par exemple, un plancher tel que nous le voyons ici peut tenir par rapport aux états limites ultimes, ça veut dire qu'il n'entre pas en ruine, mais il peut se déformer de telle sorte qu'il ne puisse plus remplir, par exemple, ses fonctions esthétiques. À ce moment, on va dire que la structure n'a pas vérifié son habilité aux états limites de service. Et à ce moment-là, par exemple, pour ce qui concerne le calcul des constructions métalliques, les états limites de service vont beaucoup plus concerner la vérification des flèches ainsi que la vérification de l'état de vibration des structures. Alors, comme nous sommes en train de parler beaucoup plus des structures, je vais quand même savoir qu'est-ce que vous pensez être une structure. C'est quoi la structure dans une construction? Parce que ce qui est sûr, nous sommes en train de faire un cours de calcul de structure et d'un type particulier de structures qu'on appelle les plaques et les coques. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'on appelle structure dans une construction? Alors, les gens de Yaoundé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? Et même ceux qui sont ici à Banganté, qu'est-ce qu'on appelle une structure? Voilà, ton nom c'est? Ok, d'accord, merci. Là, donné une réponse quand même très intéressante. Dans une construction, nous avons beaucoup d'éléments, mais ce qu'on va appeler structure, ce sont tout simplement les éléments de la construction qui vont porter le gros des charges auxquelles la structure est soumise. C'est pourquoi on les appelle les éléments porteurs. Ça veut dire que la construction résiste aux actions auxquelles elle est soumise par les éléments porteurs qu'on appelle les structures. Et du point de vue de la géométrie, nous avons principalement trois grands types de structures. Il y a ce qu'on appelle les assemblages des poutres. Et les poutres, ce sont les éléments dont une dimension est de loin supérieure aux deux autres. Et à ce moment-là, pour ce qui concerne les poutres, nous aurons les éléments en assemblage des poutres, nous aurons des poutres, nous aurons des poteaux, et ce sont là généralement les éléments principaux dans les bâtiments qui sont formés de l'assemblage des poutres. Alors, il y aura une deuxième catégorie qu'on va appeler les plaques et les coques, qui seront des structures pour lesquelles une dimension est de loin inférieure aux deux autres. Et là, nous avons par exemple les dalles, nous aurons des voiles, nous aurons des parois, nous aurons par exemple des réservoirs qui seront des coques, qui peuvent être cylindriques, qui peuvent être coniques, ou comme ces réservoirs peuvent être sphériques, ça seront des coques. Ce sont des structures. Structures en ce sens qu'elles vont porter le gros des charges, les gros des charges qui sollicitent la construction. Alors, la troisième catégorie de structures qui ne sont pas beaucoup plus traitées dans les filières générales de génie civil, c'est ce qu'on va appeler les structures tridimensionnelles, qui seront généralement, pour ce qui concerne l'étude des ponts, par exemple des blocs d'ancrage. Pour ce qui concerne par exemple l'étude des barrages, ça seront des barrages très massifs, beaucoup plus les barrages poids. Ce seront des structures massives qui ont toutes les trois dimensions
dans un ordre de grandeur qui est plus ou moins équivalent. Et ce sont des structures qui seront beaucoup plus analysées par ce qu'on appelle les théories de l'élasticité ou de la mécanique des milieux continus. Alors, les structures qui sont plus facilement abordables, ce sont les structures formées de l'assemblage des poutres que vous aviez vu dans le cours de calcul des structures 1 et les plaques et coques qui sont traitées dans le cadre de ce cours qu'on intitule aussi calcul des structures 2. Alors, cela étant dit, nous allons passer directement à la première partie de notre cours qui est dédiée au calcul des plaques. Alors, avant d'aller plus loin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, que ce soit ceux qui sont à Yaoundé comme ceux qui sont ici à Banganté, qui a une question par rapport à cette introduction. Y a-t-il une question? Ok, il n'y a pas de question à Banganté. Est-ce qu'à Yaoundé, il y a quelqu'un qui a une question? À Yaoundé, vous êtes là? Ok, ça va. Donc nous allons évoluer. Et donc, par rapport à tout ce que nous avions présenté, l'élément le plus important, c'est de se focaliser sur les objectifs de notre cours. Les objectifs, tels que je l'ai dit, ils sont de 3 ordres. Premièrement, il faut établir les équations différentielles qui régissent le système. Et ici, comme il s'agit d'un problème dont 2 dimensions sont de loin supérieures à une autre qu'on appelle épaisseur, le problème sera dépendant des 2 variables qui seront les 2 axes du problème. Et à ce moment-là, les équations différentielles qui vont régir le système seront des équations aux dérivées partielles. Ce qui est différent de ce qu'on appelle les équations différentielles ordinaires, qui sont des équations d'une seule variable. Ici, ça sera des équations à 2 variables, et donc on va parler des équations aux dérivées partielles, qu'on note encore les EDP. On note encore les EDP. Ceci, les EDP. Alors, après ces premiers objectifs, le deuxième objectif sera alors de résoudre ces équations différentielles ou aux dérivées partielles en tenant en compte les conditions aux limites pour trouver ce qu'on appelle le champ de déplacement. Ça veut dire, à partir du chargement extérieur, nous allons déterminer comment est-ce que la structure s'est déformée. Quels sont les déplacements que la structure a acquis à l'issue de charges extérieures auxquelles elle est soumise. Et troisièmement, nous allons déduire les forces internes qui vont nous permettre de déterminer les contraintes. Ce seront là donc les 3 objectifs spécifiques que nous serons en train de poursuivre dans ce cours. Et normalement, ces éléments ici que nous allons obtenir, les contraintes ainsi que les champs de déplacement, seront utilisés dans ce qu'on appelle les cours des matériaux pour faire le dimensionnement. Le dimensionnement consistant à vérifier si la structure va tenir aux états limites ultimes ainsi qu'aux états limites de service par rapport aux charges ou aux actions auxquelles elle est soumise. Alors, commençons avec le calcul des plaques.
nous avons une introduction à présenter et dans l'introduction, nous aurons à définir certains concepts, entre autres une plaque telle que vous le voyez sur la figure. Une plaque est définie comme un solide élastique que nous définissons par oméga ici, limité par deux plans parallèles, et les deux plans parallèles, c'est celui-ci, celui-ci qui est plus ou moins sous forme de l'ône. Ça, c'est le plan supérieur. Et en bas, il y a le plan inférieur. Je ne sais pas si vous êtes en train de le voir. Et ces deux plans parallèles sont distants de H, qu'on va appeler épaisseur. Vous voyez ici H, qu'on appelle l'épaisseur. Et par une bande fermée perpendiculaire à ces deux plans, qu'on va appeler bord ou contour, qu'on note ici gamma. Donc, nous avons deux plans perpendiculaires, celui-ci qui est visible et l'autre qui est en pointillé, qui est à l'intérieur, qui sont séparés par une distance H qu'on va appeler épaisseur et qui sont bordés par un plan perpendiculaire, disons, par une courbe fermée perpendiculaire aux deux plans que nous allons appeler le contour de la plaque. Donc, c'est comme ça qu'on va définir la plaque. Alors, H, ça veut dire la distance qui sépare les deux plans parallèles, c'est ce qu'on va appeler l'épaisseur de la plaque. Et elle sera supposée être constante, comme cela est le cas dans tous les cas d'application en génie civil. Alors, il y a un élément très important ici, c'est ce qu'on appelle le plan ou feuillet moyen. C'est tout simplement le plan situé à mi-distance des deux plans qui constituent la plaque. Alors, tel que vous le voyez sur le schéma, le plan du feuillet moyen a été représenté par des traits interrompus. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir ici. Ça veut dire le plan situé au milieu des deux plans parallèles qui bordent la plaque, c'est ce qu'on va appeler le plan du feuillet moyen. Et ce plan sera très important dans la suite de notre cours parce que quand à ce qui concerne l'étude d'une plaque, toute l'étude se fera en fonction du feuillet moyen. Un peu comme l'étude des coques, l'étude des poutres se font en fonction de ce qu'on appelle la fibre neutre. Ça veut dire, quand on étudie la poutre, on va faire l'étude en fonction de la fibre neutre, ça veut dire la fibre qui est considérée comme elle n'est ni tendue ni comprimée. Ici aussi, en cas d'espèce, la fibre, disons le plan situé au milieu des deux plans extrêmes, c'est ce qu'on va appeler le plan ou feuillet moyen. Et l'étude de toute la plaque se fera en fonction de ce feuillet moyen. Alors, si normalement, pour ce qui concerne le cas de notre exemple ici, le schéma d'une plaque, rectangulaire que nous avons ici, si on appelle feuillet moyen, par exemple, le plan OX1, Y1, il est ici, le point O, ça c'est l'axe des X1 et ça c'est l'axe des X2. Si le plan OX1, X2 constitue ce qu'on appelle le feuillet moyen, c'est que les plans qui bordent la plaque auront pour équation, X3 égale plus ou moins H sur 2. Ça veut dire, si nous considérons que le plan du feuillet moyen constitue le plan d'étude OX1, X2 et que l'axe X3, c'est ça l'axe de l'épaisseur, les deux plans extrêmes seront situés toutes à une distance X3 égale à H sur 2 du plan du feuillet moyen. Alors, selon l'orientation de cet axe, le plan extrême supérieur sera
x3 égale à h sur 2, tandis que le plan extrême inférieur sera le plan x3 égale à moins h sur 2. Alors, je ne sais pas si à ce niveau-là, on se comprend. Qu'est-ce que je disais? Si nous considérons la plaque que je présente ici, j'ai dit que le feuillet moyen, c'est le plan situé à mi-hauteur des deux plans extrêmes, n'est-ce pas? Alors, si l'axe OX1, X2 est le plan du feuillet moyen, ça veut dire le plan extrême supérieur. Si nous considérons tout le point situé sur ce plan extrême supérieur, ces points auront normalement comme côte h sur 2. Là, on se comprend. Et les points du plan extrême inférieur auront tous comme côte h sur 2, mais en valeur négative. Et c'est ce que l'on a dit ici, que si on appelle le feuillet moyen, par exemple, le plan OX1X2, on va écrire que l'équation des deux faces extrêmes, ça veut dire la face supérieure et la face inférieure, sera x3 égale plus ou moins h sur 2, pour dire que la face extrême est là pour équation x3 égale à h sur 2, et la face inférieure a pour équation x3 égale moins h sur 2. Maintenant, là, on se comprend? Ok, nous évoluons. Maintenant, quelle différence y aura-t-il entre plaque mince et plaque épaisse? Ça, c'est très important parce que le premier chapitre sera consacré à l'étude des plaques épaisses, tandis que le deuxième chapitre sera consacré à l'étude des plaques minces. On va parler de plaques minces, des plaques épaisses, pardon, lorsque le rapport entre la hauteur et la petite portée de la plaque est supérieur ou égal à 1 sur 5. Ça veut dire, lorsque vous considérez le rapport entre l'épaisseur et la petite portée et que cela soit supérieur ou égal à 1 sur 5, on va dire que nous avons affaire à une plaque épaisse. Et à ce moment-là, pour ce qui concerne l'étude de ces plaques épaisses, nous allons travailler dans les hypothèses de Resner, Mendlin, pour établir la théorie complète des plaques. Alors, par contre, lorsque le rapport entre l'épaisseur et la petite portée est inférieur à 1 sur 5, nous allons dire que la plaque est mince. Donc, la minceur ou l'épaisseur de la plaque ne dépend pas seulement que de l'épaisseur, mais ça dépend plutôt du rapport entre l'épaisseur et la dimension de la portée de la plaque. Par exemple, si vous considérez cet élément-ci, par exemple, un élément comme ça, comme une plaque, vous voyez que son épaisseur, elle sera petite, n'est-ce pas? Peut-être même inférieure à l'épaisseur de cette dalle. Mais celle-ci pourra entrer dans la catégorie des plaques épaisses, tandis que la dalle sera une plaque mince, parce que la minceur dépend plutôt, pas seulement de l'épaisseur, mais plutôt du rapport entre l'épaisseur et la portée. Si vous considérez ici l'épaisseur, elle peut être évaluée peut-être autour de 10 à 15 cm, tandis que la petite portée, elle peut aussi être évaluée autour peut-être de 15 à 20 cm. De telle sorte que si vous prenez 15 cm sur 20 cm, ça sera égal à combien? À quelque chose comme 0,75, qui est de loin supérieur à 1 sur 5, et à ce moment-là, on a donc une plaque épaisse. Tandis que si vous prenez les disques, ce panneau de dalle que nous avons ici,
On peut évaluer cette distance à plus ou moins 3 mètres. On évalue cette distance à plus ou moins 5 mètres peut-être, ou 6. Tandis que l'épaisseur, elle sera généralement entre 10 et 20 cm. Si on prend la moyenne de 15 cm par exemple, si vous considérez l'épaisseur de 15 cm que vous devez diviser par la petite portée qui est de 3 mètres, prenez 15 cm divisé par 3 mètres. 3 mètres, c'est 300 cm. Donc, nous avons 15 sur 300, qui est égal à combien? Si on divise partout par 5, on aura plus ou moins 1 sur 20. 1 sur 20 est de loin inférieur à 1 sur 5. Et donc, ce panneau de dalle est une plaque mince ou épaisse. C'est une plaque mince. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la minceur d'une plaque ne dépend pas seulement de l'épaisseur, mais plutôt du rapport entre l'épaisseur et les deux portées de la plaque. Alors, un élément très important ou une remarque très importante ici qu'il faut noter, c'est que premièrement, les coefficients de classification 1 sur 5 ne doit pas être pris comme une parole d'évangile. Ça veut dire que c'est juste un rapport proposé comme ordre de grandeur. Mais de telle sorte que vous pouvez lire dans d'autres littératures, on peut vous dire 1 sur 12, 1 sur 10, 1 sur 20. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on compare l'épaisseur avec la portée. Mais quand à ce qui concerne la littérature que nous sommes en train d'exploiter, nous on retient 1 sur 5. Mais si vous lisez dans un autre ouvrage, 1 sur 10, 1 sur 12, c'est bon. Pourvu que ce soit plutôt un ordre de grandeur. Alors, autre chose qu'il faut noter, c'est que la grande majorité des plaques qu'on retrouve dans la pratique seront généralement des plaques minces. Comme vous allez l'observer, même si vous considérez ce mur comme une plaque, l'épaisseur sera généralement peut-être moins de 20 cm, mais la plus petite portée qui est la hauteur, elle sera de 3 mètres. Et à ce moment-là, si vous mesurez 20 cm divisé par 3 mètres, ça sera toujours inférieur à 1 sur 5, et donc on va entrer dans la catégorie toujours des plaques minces. Alors, à part le génie civil, même partout ailleurs, la grande majorité des plaques que vous allez retrouver dans la nature seront des plaques minces. Même pour ce qui concerne les coques, si vous considérez les réservoirs qui sont faits ici et là, ce seront généralement des coques minces. Et la minceur sera définie en termes de rapport entre l'épaisseur ainsi que les autres dimensions de la structure. Alors, on dira d'une plaque mince qu'elle est de grandes flèches lorsque la flèche maximale de la plaque sur son épaisseur est supérieure à 1 sur 4. Tandis que lorsque le rapport entre la flèche de la structure et son épaisseur est inférieur à 1 sur 4, on va dire que la plaque mince est de petites flèches, de petites flèches. Alors, comme je l'ai bien dit, les applications du génie civil vont beaucoup plus dans la grande majorité concerner les plaques minces, et c'est la raison pour laquelle, quand on va donner certaines littératures, elles présentent ça comme l'équation gouvernant une plaque mince, qu'on appelle l'équation de Lagrange, mais en fait, dans la suite du cours, vous allez remarquer que ceci n'est en fait qu'une équation différentielle d'une plaque mince. Mais d'autres littératures vont tout simplement parler des plaques et vont présenter ça comme équation gouvernante. Parce que c'est l'équation gouvernante des plaques minces qui constitue la majorité des plaques qu'on utilise pratiquement en génie civil.
Alors, avant d'aller plus loin, on peut noter les applications suivantes des structures de type plaque dans le domaine du génie civil. Premièrement, nous aurons les planchers faits de dalles en béton des bâtiments ainsi que leur coffrage. Donc, le coffrage des dalles, ça seront aussi des structures formées des plaques. Nous avons les portes et écluses. Vous connaissez les écluses? Les écluses, ce sont des structures qui sont érigées sur des cours d'eau. C'est généralement dans les pays développés qu'on construit cela, afin de régulariser la navigabilité du cours d'eau. Ça veut dire, si vous avez un cours d'eau qui n'est pas navigable, on va bloquer, on va construire des structures qui ont la possibilité de bloquer le passage de l'eau, de telle sorte qu'en amont, l'eau évolue et au lieu d'évoluer, l'eau va monter en hauteur jusqu'à ce que la partie amont soit navigable. Et une fois que la partie amont est navigable, quand le bateau vient arriver au niveau de l'écluse, on va laisser l'eau passer de l'autre côté pour que l'autre côté aussi s'élève et le bateau peut évoluer comme ça. Et à l'aide de ce type de structure, on peut être en mesure de rendre navigable un tronçon d'un cours d'eau qui n'était pas navigable. Alors les portes, les éléments qui vont constituer ces portes d'écluse seront généralement constitués des plaques ou des coques, bien évidemment dans la mesure où elles sont courbes. Alors, il y a ce qu'on appelle les barges de construction d'exploitation pétrolière. Je crois que vous en avez déjà vu. Si ce n'est pas physiquement, vous avez déjà vu à la télé. Lorsqu'on exploite du pétrole, on va construire une plateforme sur laquelle on va ériger l'usine. Cette plateforme sera constituée sera une plaque. Et donc, s'il faut la calculer, ça sera avec les théories des plaques. Nous avons les ailes d'avion qui sont des plaques. Nous avons les dalles dans les tabliers des ponts qui sont aussi des plaques. Nous avons les radiers des constructions hydrauliques et des fondations qui sont aussi des plaques. Alors, par rapport aux plaques, je l'ai déjà dit, la poutre est une structure dont une dimension est de long supérieure aux deux autres, tandis que pour ce qui concerne les plaques, nous aurons deux dimensions de long supérieures à la troisième qu'on appelle l'épaisseur. Et donc, cette introduction, elle est vraiment très importante en ce sens que tout ce que nous allons faire dans la suite ne va utiliser que les différents concepts que nous venons de définir ici. Alors, est-ce qu'il y a une question avant d'aller plus loin à la théorie des plaques épaisses au premier chapitre? Oui. Oui. Oui, c'est possible. On peut avoir une plaque avec A égale à B. Donc, par exemple, si vous aviez une salle dont la dimension de la longueur est égale à la dimension de la largeur, ça veut dire une salle carrée, et que vous voudriez ériger une dalle là-bas, ça sera une plaque, mais dont les deux dimensions sont égales. Et nous allons le voir que, normalement, dans les calculs que nous allons faire, il y a un coefficient dans la suite que nous allons appeler alpha, qui sera le rapport entre les deux portées. Et selon la valeur de alpha, on va dire que la dalle travaille soit dans un sens ou dans deux sens. Dans deux directions ou dans une seule direction. Pour ceux qui ont fait le cours de béton armé 1, ils connaissent ça. Et nous allons le prouver par les calculs que nous allons faire. Pourquoi est-ce qu'on parle de dalle travaillant dans un sens? Pourquoi est-ce qu'on parle de dalle travaillant dans deux directions, dans deux sens? Alors, le chapitre premier, il est consacré à la théorie des plaques épaisses, qui est la théorie complète des plaques dans les hypothèses de Reissner, Mendlin. Alors, je ne sais pas si les gens des Yaoundé, ils sont déjà là. Peut-être qu'il n'y en a encore personne jusque-là. Les gens de Douala, ils ne sont même pas encore connectés.
Qu'à cela ne tienne, nous, on va évoluer parce qu'ils auront la possibilité de suivre les enregistrements. Alors, comme j'étais en train de le dire à l'introduction, les objectifs sont de 3 ordres. Le premier objectif, c'est d'établir les équations d'équilibre qui régissent le problème de plaques de Koch. Le deuxième objectif spécifique, c'est d'intégrer ces équations afin de déterminer le champ de déplacement qui est l'inconnu principal. Et troisièmement, déduire de ces champs de déplacement les contraintes généralisées ou ce qu'on appelle d'une manière générale des sollicitations. Alors, pour être à mesure d'établir ces équations, nous aurons 3 grands outils. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle la cinématique du problème. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la cinématique. Est-ce que vous avez fait un cours de mécanique rationnelle? Dans le cours de mécanique rationnelle, on va parler de cinématique quand? Oui, la cinématique va concerner la cinématique concerne quoi? Quel type d'étude? Oui? Non, monsieur? Réseau de Patrice. Je pense que la cinématique concerne le déplacement de groupe. Voilà. Donc, d'une manière synthétique, on dit que la cinématique concerne l'étude des mouvements sans tenir compte de leur cause. Ce qui est tout le contraire avec la dynamique, qui, elle, s'intéresse beaucoup plus aux mouvements par rapport à leur cause. Quand on parle de l'équation fondamentale de la dynamique, on veut voir quelles sont les forces qui agissent sur le système pour soit le déformer ou soit le déplacer. Mais quand on fait de la cinématique, on ne s'intéresse pas aux causes, on s'intéresse juste à l'évolution du mouvement. Et d'une manière particulière, en mécanique, lorsqu'on fait la cinématique, on veut étudier les relations entre les paramètres qui caractérisent les déplacements ou la déformation d'une structure. Alors, ça sera le premier outil que nous allons utiliser. Le deuxième outil, c'est qu'on va appeler les équations d'équilibre. Les équations d'équilibre, elles vont concerner les relations entre les différents éléments de force qui interviennent dans la structure ou dans l'équilibre. Le troisième outil que nous aurons, c'est ce qu'on va appeler les lois de comportement. Les lois de comportement sont des lois qui vont relier les contraintes ou les éléments de type force ainsi que les déformations dans une structure. Vous savez que normalement, lorsqu'on sollicite une structure donnée, quelle que soit sa nature, la structure répond soit en se déplaçant ou soit en se déformant. OK? Alors, maintenant, pour être en mesure de bien comprendre le phénomène, les ingénieurs et les mécaniciens, ils ont inventé un concept qu'on appelle les contraintes. Ça veut dire, ça signifie tout simplement, on estime on veut estimer ce que la structure ressent à l'intérieur. C'est comme ça qu'on les appelle encore les forces intérieures. Lorsqu'on charge la structure, comment est-ce que la structure ressent cela? Et cela se ressent sous forme de ce qu'on appelle les contraintes, qui sont soit les contraintes normales ou soit les contraintes tangentielles. Les contraintes normales vont concerner les variations en termes de longueur, ça sera soit l'allongement ou le rétrécissement, ça sera les contraintes normales, tandis que les contraintes tangentielles vont concerner le changement de direction dans une structure. Si vous aviez par exemple une structure qui se présentait sous forme de 2 brins
qui sont perpendiculaires, sous l'action des contraintes normales, elle va soit s'allonger ou soit se rétrécir, mais sous l'action des contraintes tangentielles, elle va changer d'angle. Alors, ça, normalement, c'est un concept qui n'est pas physique. On ne peut pas observer ça. On observe plutôt par sa manifestation physique, c'est tout simplement un déplacement ou une déformation. Alors, la déformation, elle peut se mesurer physiquement. Soit on va mesurer, par exemple, la variation d'angle lorsque une structure est soumise à un cisaillement, ou soit on va mesurer la variation de longueur lorsque la structure est soumise à un effort normal. Et à ce moment-là, on peut être en mesure de mesurer ça physiquement. Mais quant à ce qui concerne les contraintes, ce sont des êtres vraiment purement mathématiques qui ne peuvent se mesurer que d'une manière théorique. Mais heureusement qu'avec l'évolution de la science, nous avons maintenant des méthodes indirectes pour être en mesure de mesurer les contraintes. Et pour ce qui concerne, par exemple, les essais de compression ou d'extraction de l'acier, on va tout simplement mesurer la contrainte normale comme la force divisée par la section. Mais ce sont vraiment des êtres mathématiques qui n'ont pas une interprétation physique concrète. Mais heureusement que ces êtres mathématiques-là sont mesurés par leurs effets. Et les concepts mathématiques qui ont été établis pour leur mesure, heureusement qu'en pratique, ça donne des résultats impeccables. Ça veut dire, lorsque vous avez une structure, les contraintes ne sont pas vraiment des êtres physiques qu'on peut observer, mais vous pouvez les calculer et les comparer à ce qu'on appelle les contraintes admissibles des matériaux, de telle sorte que lorsque les contraintes calculées, les contraintes dues aux charges agissantes sont inférieures aux contraintes des matériaux, la structure est en sécurité. Si les contraintes qui ont été calculées suite aux charges extérieures deviennent supérieures aux contraintes que le matériau peut être en mesure, aux contraintes auxquelles les matériaux peuvent être en mesure de tenir, la structure entre en ruine. Et c'est comme ça, normalement, qu'on matérialise la notion des contraintes dans les laboratoires de calcul des structures. Alors, à Yaoundé, il n'y a toujours personne. Donc, c'est plus ou moins les trois outils que nous allons utiliser pour établir les équations d'équilibre. Le premier outil, ça sera la cinématique du problème, qui va concerner généralement les relations entre les déplacements ainsi que les déformations dans une structure. Le deuxième outil, ce seront les équations d'équilibre qui vont plus ou moins concerner les relations entre les forces intérieures ainsi que les forces extérieures dans une structure. Les forces extérieures, ce sont les sollicitations auxquelles la structure est soumise. Ça peut être le poids propre, ça peut être la charge d'exploitation. Ça veut dire, comme par exemple, vous avez un plancher ici, au-dessus, il y a par exemple des personnes qui sont en train de marcher. C'est une action qui est soumise à la structure et la structure va le ressentir sous forme de contraintes qui seront des forces intérieures. Ça veut dire, lorsque vous appliquez des forces extérieures à la structure, dans la structure vont naître ce qu'on appelle les forces intérieures. Et ce sont ces forces intérieures qui vont permettre à ce que la structure demeure en équilibre. Alors, à part ça, nous avons ce qu'on appelle maintenant les lois des comportements qui seront les relations entre les contraintes et les déformations. Donc, lorsque la structure est soumise à des charges extérieures, la structure va se déformer
mais aussi mathématiquement parlant, il y aura des forces qui vont naître à l'intérieur de la structure. Les relations qui relient les forces intérieures et les déformations dans la structure, c'est ce qu'on appelle les lois de comportement. En anglais, on parle de constitutive relations. Ça veut dire les lois de constitution, en d'autres termes. Alors, pour ce qui concerne la cinématique du problème, nous avons une plaque ici qui est définie dans un plan au X1, X2 et X3. Alors, ça c'est juste une nomenclature des systèmes d'axes. On peut encore l'appeler OXYZ pour dire que nous avons une première direction des X, nous avons une deuxième direction des Y et une troisième direction des Z. Pour le cas de ce que nous avons ici, nous avons une première direction qui est orientée suivant X1, une deuxième direction qui est orientée suivant X2 et une troisième direction qui est orientée suivant X3. Alors, pour que les gens comprennent mieux les concepts que je suis en train de vouloir présenter ici, j'aime avoir généralement une structure qui se présente sous forme d'une coque. Disons d'une plaque, pardon. Alors, comme nous l'avions défini à l'introduction, nous avions dit qu'une plaque sera une structure constituée par deux plans perpendiculaires, ok, qui sont séparés par une distance qu'on a appelée épaisseur et bordés par une courbe fermée que nous avions appelée contour ou bord de la plaque, n'est-ce pas? Alors, ici maintenant, supposons que c'est ça la plaque que nous sommes en train de vouloir étudier. Il y a un élément très important que nous avions défini, que nous avions appelé le feuillet moyen. C'est le plan situé à mi-hauteur des deux plans extrêmes. Ça veut dire le plan qui passerait au milieu des deux plans extérieurs, des deux plans extrêmes. C'est ce qu'on a appelé le feuillet moyen. Alors ici, il faut noter que l'étude de la structure va se faire en fonction des paramètres du feuillet moyen. Un peu comme l'étude des poutres se fait en fonction de la fibre neutre. Alors, supposons que ça c'est l'axe des X1, n'est-ce pas? Ça c'est l'axe des X2 et ça c'est l'axe des X3. Généralement, sous l'action des charges qui sollicitent la structure, ici nous allons beaucoup plus nous intéresser à la flexion des plaques, qui est de loin la sollicitation la plus importante en génie civil. Alors, si vous avez, tel que je l'ai présenté ici, je considère un tronçon de cette plaque qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez. Ce tronçon est initialement un rectangle tel que vous le voyez, mais lorsque la structure va se déformer, si nous considérons un tronçon ici qui était normalement un rectangle, lorsque la structure va se déformer d'une manière aléatoire, ok, ce rectangle ne va plus demeurer un rectangle, mais plutôt ce rectangle va prendre une autre forme géométrique. C'est ce que j'ai présenté ici. Attends un peu, je vais effacer les hachures. Voilà, je viens d'effacer ça. Donc, c'était ça initialement, ce rectangle. Mais lorsqu'il va subir l'action des charges extérieures, la structure va prendre cette configuration.
Tout le monde voit. On peut le voir ici. Si vous aviez un truc qui était comme ceci, c'était rectangulaire, mais quand la structure va se déformer, ce n'est plus un rectangle. Ça devient toute une autre forme géométrique quelconque. Et c'est ça, cette forme géométrique que voici. Alors, normalement, pour évaluer ça, nous allons considérer les deux directions. Ça, c'est la direction de x1 et ça, c'est la direction de x2. Alors, dans la direction de x1, vous voyez très bien le morceau, ou disons, la section de plaque qui était verticale, il a roté d'un angle que je note ici θ2. Pourquoi je note cet angle θ2? C'est parce que si nous considérons la déformation dans la direction de x1, la rotation s'est faite autour de l'axe x2. Je vais bien vous montrer ici. Supposons que c'est ça la plaque. Ça, c'est l'axe de x1 et ça, c'est l'axe de x2. Alors, la rotation dans la direction de x1 est fait comme ceci, n'est-ce pas? De telle sorte que si nous considérons cet angle ici, normalement cet angle, il est porté par l'axe x2. C'est pourquoi nous le notons θ2 dans la direction de x1. Si nous considérons la déformation dans la direction de x2, tel que vous le voyez sur la figure, ça sera l'inverse. La rotation sera portée par l'axe de x1. C'est pourquoi la déformation angulaire dans la direction de x2, nous la notons moins θ1. Pourquoi nous notons ça θ? C'est en fait lié tout simplement à ce qu'on appelle la théorie du triangle direct. Regardez bien sur le schéma ici. Quand nous avons l'axe de x1, la déformation tend à faire en sorte que x1 rejoigne x3. À ce moment-là, on va noter ça dans le sens positif. Tandis que si nous prenons l'axe, la déformation suivant la direction x2, nous avons l'axe x2 qui tend normalement à rejoindre l'axe x3 et là nous allons en sens inverse du triangle direct. C'est pourquoi nous notons ça moins θ1. Alors là n'est pas encore un grand problème parce que tout ça n'est en fait qu'une convention de signes qui est adoptée en mécanique classique. Mais ce qui est très important, c'est de bien comprendre le sens physique de tout ce que nous sommes en train de vouloir traiter. Alors, comme nous allons le voir dans la suite, soit une plaque définie par le feuillet moyen appartenant au plan x1, x2, comme cela est présenté sur la figure, par exemple, dont la normale est x3. Donc, x3, c'est l'axe des épaisseurs et x3 sera toujours un axe perpendiculaire aux deux axes qui vont constituer le plan du feuillet moyen. L'épaisseur de la plaque H est comptée suivant l'axe x3, tel que vous le voyez. L'épaisseur de la plaque est comptée suivant l'axe perpendiculaire au plan du feuillet moyen. Alors, dans la théorie générale, on appelle encore théorie complète des plaques de Resner-Mendlin, le champ de déplacement est tel que le solide admet des cisaillements transverses. Ça veut dire le solide aura la possibilité de se cisailler dans le plan du feuillet moyen. Alors, ce champ de déplacement est alors défini dans le plan du feuillet moyen par trois translations. Je vais vous les montrer. Trois translations et deux rotations. Et comme vous le voyez ici sur l'axe, un point donné de la plaque peut soit se déplacer suivant l'axe des x1, soit se déplacer suivant l'axe des x2, soit se déplacer suivant l'axe des x3.
Ce sont là les trois translations que je viens de noter ici. Et ces trois translations, ça sera U1 suivant l'axe des X1, U2 suivant l'axe des X2 et oméga suivant l'axe des X3. Ici, on va noter oméga parce que ça sera vraiment le paramètre le plus important que nous allons appeler la flèche. Quand vous étudiez la poutre, généralement, vous calculez ce qu'on appelle la déflexion ou la flèche. Ici aussi, pour ce qui concerne les cas des plaques, ça sera un paramètre très important que nous allons appeler la flèche. Ça sera plus ou moins le déplacement suivant l'axe des X3. Alors, à part les trois translations que voici, nous avons aussi un vecteur rotation qui sera composé d'une rotation θ2 dans la direction de X1, une rotation moins θ1 dans la direction de X2. Nous avons déjà expliqué pourquoi dans la direction de X1 nous avons θ2 et dans la direction de X2 nous avons moins θ1 et 0 dans la direction de X3. Ça veut dire pratiquement il n'y a pas de rotation de la plaque autour de son axe d'épaisseur. Parce que nous avons une rotation qui est admise dans la direction de X1, une deuxième rotation admise dans la direction de X2, mais il n'y a pas de rotation autour de l'axe X3. C'est bon? Alors, donc ce sont là les 5 éléments qui vont définir les déplacements d'une plaque. Nous avons 3 translations du plan du feuillet moyen et 2 rotations suivant les 2 directions du plan du feuillet moyen. Alors, une fois que nous avons ces 3 paramètres, nous pouvons exprimer les composantes du déplacement en un point donné qui n'est pas dans le plan du feuillet moyen par ces relations que voici. La relation entre ces déplacements seront, je les présente ici, ça c'est petit U1, c'est égal au déplacement à la translation du plan du feuillet moyen plus la rotation dans la direction de X1 multipliée par sa côte. Nous avons, ça c'est U2 qui est le déplacement d'un point donné dans la direction de X2, c'est égal au déplacement du plan du feuillet moyen moins θ1 multiplié par X3 et U3 c'est égal plus ou moins oméga parce qu'il n'y a pas de rotation suivant la direction X3. Alors, ça vous pouvez le voir facilement ici. Je vais dessiner un truc ici. Si vous considérez ce truc-là, et qu'ils doivent, par exemple, connaître une certaine rotation, donnée, supposons que ça c'est l'axe, d'excitation. Alors, si vous évaluez cette distance ici, et que vous appelez ça un angle θ, l'angle de rotation, cette distance-là ne sera rien d'autre que la valeur de cette distance multipliée par la tangente de cet angle θ. Mais comme généralement ce sont des déplacements, ce sont des déformations, ce sont des déplacements très petits, tangente θ sera confondue avec θ, et donc nous allons ici, nous appelons ça delta, et que ça c'est dx. Nous aurons donc que delta sera égal à dx multiplié par θ. OK? Alors, c'est tout simplement ça. Nous avons, ça c'est le plan, c'est l'axe X1 dans le plan du feuillet moyen.
Et nous voulons considérer le déplacement d'un point situé à ce niveau-là. À ce moment-là, si nous considérons ce point-là, ça c'est ce que nous avions appelé là-bas delta x, et ce point, il va roter d'un angle θ2. Et à ce moment-là, le déplacement engendré à ce niveau-là, c'est ce que nous avions appelé ici θ2 multiplié par x1. Mais entre-temps, il y aura aussi la translation en bloc. Et donc, c'est cela qui nous fait dire que le déplacement d'un point donné, qui n'est pas dans le plan du feuillet moyen, ça sera tout simplement le déplacement du plan du feuillet moyen que nous notons par grand U. Tandis que petit u, c'est le déplacement d'un point donné, plus θ2, qui est la rotation dans la direction de x1, multiplié par la côte à laquelle on se retrouve. Alors, pour ce qui concerne l'axe x2, c'est plus ou moins la même logique. Petit u2, c'est égal grand u2 moins θ1. Là, c'est ça la rotation multipliée par x3. Alors, U3 sera tout simplement égal à oméga parce qu'il n'y a pas de rotation dans la direction de X3. Alors, ça, c'est la première relation de la cinématique. Ça veut dire les relations qui unissent les paramètres de déplacement d'un point donné en fonction du déplacement du plan du feuillet moyen. Le deuxième outil en cinématique, c'est ce qu'on appelle la loi, la relation entre les déformations ainsi que les déplacements. Alors, en mécanique de milieu continu, vous aviez vu que le tenseur de, ça se appelle le tenseur de Green-Lagrange, c'est égal à 1 demi gradient de U plus, oh, il y a un terme qui l'a cité ici, c'est normalement gradient de U plus transposé de gradient de U plus transposé de gradient de U fois gradient de U. Donc, c'est 1 demi gradient de U plus transposé de gradient de U plus transposé de gradient de U fois gradient de U. Vous pouvez donc corriger. Même si vous ne corrigez pas tout de suite là dans les notes PDF, vous pouvez déjà noter quelque part qu'il y a une correction à faire à ce niveau-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tenseur de Green. Petite déformation, le terme transposé de gradient de U fois gradient de U, il devient négligeable devant les termes gradient de U et transposé de gradient de U. Et c'est cela qui nous permet d'écrire que déformation, c'est cela qui nous permet d'écrire que les déformations terme transposé de gradient de U fois gradient de U. Alors, ça c'est normalement une notation tensorielle indicielle. Et en notation indicielle, cette relation s'écrit tout simplement que epsilon ij égale à 1 demi ui virgule j
plus UJ virgule I, avec IJ allant de 1 jusqu'à 3. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que quand on note U, I virgule J, c'est tout simplement la dérivée de UI par rapport à XJ, la dérivée partielle. Vous savez que lorsqu'on fait la dérivée partielle, lorsque nous avons un système de plusieurs variables, si on fait la dérivée de U par rapport à X1, ça veut dire que nous dérivons U en considérant que seul U est variable et les autres éléments sont des constantes. S'il y a UX2, ça sera une constante. S'il y a X3, ça sera une constante. Alors, si vous calculez maintenant, ici nous avons aussi ce qu'on appelle la notion d'indice franc. Ça veut dire, si vous avez par exemple epsilon 1, 2, c'est tout simplement égal à 1 demi multiplié par U 1, 2 plus U de 1. La formule elle est tout simplement ici. Epsilon IJ c'est égal à 1 demi U I virgule J plus U J virgule I. Vous venez juste ici, vous prenez epsilon 1, 2, ça veut dire c'est epsilon IJ lorsque I égale à 1 et J égale à 2. Ça sera donc 1 demi U IJ qui est 1, 2, parce que I c'est 1 et J c'est 2, plus U de 1 qui est U JI, parce que J c'est 2 et I c'est 1. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi l'indice répété. Et l'indice répété, dans la théorie de la mécanique théorique, réfère tout simplement à l'idée d'une somme. Ça veut dire, lorsque vous avez par exemple UI multiplié par le vecteur unitaire EI, lorsque vous avez UI, petit EI, comme nous avons un indice I qui est répété deux fois, celui-ci n'est pas un indice franc, c'est un indice répété, ça sera tout simplement une somme. Ça sera U1, E1 plus U2, E2 plus U3, E3. C'est bon? Donc, il faut bien différencier entre ce qu'on appelle l'indice franc et l'indice répété. Alors, normalement, un vecteur V qui s'écrit 21 fois vecteur unitaire dans la direction de x1 plus V2 fois vecteur unitaire dans la direction de x2 plus V3 fois vecteur unitaire dans la direction de x3 va s'écrire tout simplement VI, EI. Et comme nous avons un indice I qui est répété, ça sera tout simplement l'idée d'une somme. Alors, ou on peut écrire encore V sous la forme V égale à VI, pour dire que c'est un vecteur 21, V2, V3. Avec 21, la projection du vecteur V dans la direction de X1, V2, la projection du vecteur V dans la direction de X2, et V3, la projection du vecteur V dans la direction de X3. Je crois que vous avez fait le cours d'analyse infinitésimale et de géométrie différentielle, et donc toutes les notations ici, vous en avez plus ou moins l'idée. Alors, un élément très important aussi ici, c'est que vous aviez fait la divergence des vecteurs. La divergence d'un vecteur V qui se note VI, ça sera tout simplement VI, virgule I, pour dire la dérivée de VI par rapport à XI. Et comme c'est un indice répété, ça sera 21,1 plus V22 plus V33, ce qui va donner ici dérivée de 21 par rapport à X1 plus dérivée de V2 par rapport à X2 plus dérivée de V3 par rapport à X3. Si vous calculez les gradients d'un scalaire, ça sera tout simplement phi virgule j porté par EJ, ce qui sera phi 11 E1 plus phi 22 E2 plus phi 33 E3. Ici, nous avons aussi encore une fois la notion d'indice répété. Alors,
Si nous avons maintenant une matrice M qui s'écrit sous la forme d'un, disons, d'un tenseur qui se présente comme ceci, M11, pour dire que c'est l'élément de la première ligne et de la première colonne, M12, que nous sommes à la première et deuxième colonne, M13, dit que nous sommes à la première ligne, troisième colonne, M21 pour dire que nous sommes à la première ligne, à la deuxième ligne, première colonne, M22 pour dire que nous sommes à la deuxième ligne, deuxième colonne, et M23 pour dire que nous sommes à la deuxième ligne, à la troisième colonne. Ici, nous avons M31 pour dire que nous sommes à la troisième ligne, première colonne, M32 pour dire que nous sommes à la troisième ligne, deuxième colonne, et M33 pour dire que nous sommes à la troisième ligne, troisième colonne. Donc ça, ce sont les lignes et ça, ce sont les colonnes. Je crois que vous avez fait du calcul matriciel. Ceci peut encore s'écrire sous la forme indicielle MIJ, avec I, la ligne à laquelle appartient l'élément, et J, l'indice pour identifier la colonne à laquelle appartient l'élément. Par exemple, si vous prenez M22, I sera égal à 2 et J égale à 2 pour dire tout simplement que nous avons un élément de la deuxième ligne et de la deuxième colonne. Donc ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne et ça c'est la troisième ligne. Ça c'est la première colonne, deuxième colonne et ça c'est la troisième colonne. Alors, si vous calculez maintenant la divergence du tenseur M d'ordre 3, il sera tout simplement égal à MIJ vecteur J. Regardez ici, c'est presque la même logique. Lorsque vous avez un vecteur VI, sa divergence est tout simplement VII. Donc vous prenez VI, virgule I, pour dire que c'est la dérivée. Ici, lorsque vous avez une matrice, sa divergence ça sera tout simplement VIJ, virgule J, ce qui s'écrit sous forme d'un vecteur M11, 1, plus M12, 2. Vous voyez, nous avons l'indice répété ici, IJ. Nous avons IJJ, l'indice répété J. Ça veut dire que c'est la notion d'une somme. Ça sera égal à M11, plus M12, virgule 2, plus M13, virgule 3. Ici, c'est M21, virgule 1, plus M22, virgule 2, plus M23, virgule 3. Ici, c'est M31, virgule 1, plus M32, virgule 2, plus M33, virgule 3. Alors, donc vous voyez que les gradients d'un tenseur d'ordre 2 devient un tenseur d'ordre 1. La matrice, c'est un tenseur d'ordre 2, tandis que le vecteur, c'est un tenseur d'ordre 1. Et le scalaire, c'est un tenseur d'ordre 0. Alors, lorsque vous prenez le gradient maintenant d'un vecteur, il sera égal. Le vecteur, je l'ai noté, V égale à VI, il sera égal VI virgule J. Et il sera une matrice 21, 21,2, 21,3, V21, V22, V23, V31, V32, V33. Ne vous en faites pas, ça ce sont juste des théories mathématiques pour nous permettre d'établir nos relations. Mais ce qui est très important pour vous en tant qu'ingénieur, une fois que vous avez les relations, vous devez savoir quelle est l'essence physique des êtres mathématiques que vous avez dans vos relations. Alors, ces éléments vont nous permettre de déterminer nos relations. Donc, nous avons epsilon ij qui est égal à 1 demi uij plus uji. On a établi que petit u1 c'est égal à grand u1 et les u1 ici c'est le déplacement d'un point donné dans la direction de x1, tandis que le grand u1 c'est le déplacement dans le plan du feuillet moyen d'un point dans la direction de x1. Ici u2 c'est déplacement dans la direction de x2 mais d'un point situé en dehors du plan du feuillet moyen, tandis que le grand u2 c'est le déplacement dans la direction de x2 d'un point situé dans le plan du feuillet moyen. Lorsque nous avons U3,
il est égal encore à oméga. Ça veut dire, comme il n'y a pas de rotation dans la direction de x3, c'est qu'on va exprimer aussi par ce qu'on va appeler la notion de incompressibilité dans la direction de x3. Nous avons que U3, c'est égal à oméga, c'est le déplacement dans la direction de x3. Alors, avec la relation que nous avons ici, epsilon ij égale 1 demi U. Non, ici, il faut bien prendre en compte le fait que ça, ce sont des petits U, pas de grands U. Nous avons donc epsilon ij, c'est égal à 1 demi uij plus uji. À ce moment-là, si nous voulons calculer epsilon 1,1, nous venons juste dans cette relation en remplaçant i par 1 et j par 1. OK? Ça va donner 1 demi u11 plus u11. C'est bon? Donc, ce qui va donner u11 plus u11, c'est 2 fois u11 multiplié par 1 demi, ça devient u11. Et ce qui va nous donner donc la dérivée partielle de u1 par rapport à x1. J'avais dit que lorsque vous écrivez u1, ui, indice, virgule, j, l'essence c'est dérivé de ui par rapport à x, j. Donc, quand on met la virgule comme ça, c'est une notation pour dire tout simplement que c'est la dérivée partielle. Donc, quand on écrit u1, virgule 1, c'est tout simplement dérivé de u1 par rapport à x1. C'est bon? Alors, si nous prenons maintenant dérivé de petit u1 par rapport à x1, vous allez vérifier que c'est égal à ça. Donc, nous sommes en train de dériver une somme. Nous dérivons d'abord le premier terme et nous dérivons le deuxième terme. La dérivée du premier terme, ça sera donc grand u1, virgule par rapport à x1. Et la dérivée du deuxième terme, nous avons θ2 qui est une fonction de x1 et x2 qui ne dépend pas de x3. Alors, quand nous dérivons ces termes par rapport à x1, nous considérons que x3 c'est une constante. À ce moment-là, nous avons donc ceci, que epsilon 1,1 c'est égal u11 plus x3 θ de 1. Si nous calculons epsilon de 2, c'est égal 1 demi. Nous venons juste dans cette expression où nous remplaçons i par 2 et j par 2. Et vous allez vérifier que c'est égal à u de 2 plus u de 2, qui est égal donc 2 fois u de 2 multiplié par 1 demi, qui n'est rien d'autre que u de 2. C'est égal dérivé de u2 par rapport à x2. Ce qui nous donne, nous venons ici prendre petit u2, c'est égal grand u2 moins θ1 fois x3. Donc nous dérivons ça, ça sera grand u θ1, 2. Prenons maintenant epsilon 3. Nous sommes ici, normalement par analogie, ça sera aussi petit u 3. Mais petit u, regardez-le, c'est égal tout simplement à oméga. Or, oméga n'est que fonction de x1, x2. Rappelez-vous, à l'introduction, je vous ai dit que toute l'étude se fera en fonction de x1 et x3, parce que l'épaisseur, elle est petite par rapport aux deux dimensions. Nous considérons que les dimensions de la portée, ce seront les dimensions d'étude de la structure. Et donc, si nous calculons epsilon 3, ça sera petit u3 qui sera oméga dérivé par rapport à x3. Or, oméga n'est que fonction de x1 et x2. Et à ce moment-là, donc, u3 sera égal à 0. Donc, pour mieux voir ça, nous avons une plaque qui se présente par exemple comme ceci. Et nous sommes en train de traiter avec les paramètres du plan du feuillet moyen. Nous avons démontré que si vous considérez un point donné qui est en dehors du plan du feuillet moyen et que vous voulez calculer ses déplacements, nous aurons que son déplacement suivant l'axe des x1, ça sera tout simplement le déplacement suivant l'axe des x1 dans le plan du feuillet moyen, plus la rotation suivant cette direction multipliée par la côte de ce point. Tandis que si vous calculez les déplacements de ce point dans la direction de x2, ça sera tout simplement le déplacement
dans la direction de x1, de x2 du plan du feuillet moyen, moins x moins θ1 multiplié par la cote du point considéré, tandis que U3 sera égal juste à oméga. Et ça, c'est le déplacement transversal qui se déplace en bloc. Alors, à ce moment-là, nous avons que epsilon 3,3, c'est égal à U3,3. Ça veut dire la dérivée de U3 par rapport à X3. Or, nous venons de démontrer que U3, c'est égal à oméga, qui n'est qu'une fonction de X1 et X2. Or, si vous dérivez oméga par rapport à X3, donc, il n'est pas fonction de x3, c'est égal à 0. La dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Et j'ai dit que quand vous faites dérivée partielle de u par rapport à x1, ça veut dire que vous dérivez u en considérant que les autres éléments, les autres variables sont des constantes. Oui, tu avais une question, monsieur? Ah! J'avais expliqué avec le sens du trièdre direct. C'est juste une convention de signes. Ça veut dire, on suppose que le vecteur unitaire dans la direction de x1 extérieur, le vecteur unitaire dans la direction de x2 donne le vecteur unitaire dans la direction de x3, et que le vecteur unitaire dans la direction de x2 extérieur, le vecteur unitaire dans la direction de x1, c'est égal. Attends, je vais dessiner ça ici. J'ai le vecteur unitaire dans la direction de x3. J'ai le vecteur unitaire dans la direction de x2. Et ici, le vecteur unitaire dans la direction de x1. OK? Si on prend x1 extérieur, x2, ça va donner directement x3. OK? C'est pourquoi lorsque nous sommes dans la direction de x2, la rotation positive est portée par x2. Alors, si vous prenez x3 extérieur, x1, ça donne aussi x2. Lorsque nous sommes dans la direction de x2, la rotation telle qu'elle est orientée, elle est telle que c'est x1 qui tend à rejoindre x3. Et là, nous sommes en sens négatif. Donc, parce que le sens positif, ça serait x3 vers x1. Tandis que lorsque vous êtes dans la direction de x1, c'est plutôt x2 qui tend à rejoindre x3 qui est le sens positif. C'est tout simplement ça, le sens de ces signes. Alors, si vous calculez epsilon 1, 2, c'est tout simplement ici, vous avez epsilon ij où vous remplacez i par 1 et j par 2. Ça va donc nous donner 1 demi u1, 2 plus u2, 1. Mais nous avons ici les expressions de u1 et de u2. Il suffit juste de remplacer et nous aurons cette valeur qui est ici. Ce qui est là-bas. Alors, si vous calculez epsilon 1, 3, c'est tout simplement 1 demi U1, 3 plus U3, 1 et ça nous donne cette valeur qui est ici parce que vous allez bien constater que U, regardez bien, U1 c'est égal à grand U1 plus θ2 x3. Or, si vous dérivez ça par rapport à x3, ça d'abord ça va donner 0 parce que U1 n'est pas fonction de x3. Mais ici, vous avez A fois x3. Quand vous avez A fois x dérivé, ça vous donne quoi? Ça donne A. C'est pourquoi quand vous dérivez θ2 par rapport à θ2 x3 par rapport à x3, vous avez ici θ2. Mais quand vous prenez maintenant oméga dérivé par rapport à x1, bon, c'est oméga bar 1. Non, ce n'est pas 0. Oméga est une fonction de x1 et de x2. Donc, sa dérivée par rapport à x1 existe. Ce n'est que sa dérivée par rapport à x3 qui n'existe pas. Parce qu'elle n'est pas fonction de x3. Nous évoluons, si on calcule epsilon 2, 3, c'est la même logique. C'est égal à 1 demi U2, 3 plus U3, 2.
ce qui va donner 1 demi. Si vous dérivez U2 par rapport à X3, vous êtes ici, U2 par rapport à X3. Si vous prenez le grand U2 par rapport à X3, c'est 0 parce que U2 n'est que fonction de X1 et X2. Mais si vous prenez moins θ1 X3 que vous dérivez par rapport à X3, c'est comme AX dérivé. Ça va donner moins θ1. Et donc, nous avons ici moins θ1. Mais si vous prenez maintenant U3 que vous dérivez par rapport à X2, nous sommes ici. U3, c'est oméga que vous dérivez par rapport à X2. Et comme oméga est une fonction de X1, X2, donc dérivé d'oméga par rapport à X2 existe bel et bien. Alors, nous évoluons. La matrice de déformation ou le tenseur de déformation, il peut maintenant s'écrire sous forme matricielle. Nous avions dit que lorsque nous avons un vecteur, disons une matrice M, regardez bien ici, la matrice M peut s'écrire sous la forme M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M32, M33, pardon, avec MIJ, tel que I, c'est l'élément de la ligne de l'élément MIJ, et J indique tout simplement le numéro de la colonne. Donc, si vous prenez par exemple M32, c'est tout simplement un élément de la troisième ligne, deuxième colonne. Alors, nous allons prendre la même logique ici. Nous venons de calculer epsilon IJ pour IJ allant de 1 jusqu'à 3. Donc, si nous voulons écrire le tenseur, je vais effacer ces trucs ici pour qu'il ne puisse plus vous embrouiller. Alors, nous avons le tenseur epsilon. Il va s'écrire tout simplement epsilon IJ. OK? Alors, est-ce que nous avons déjà calculé les éléments epsilon IJ? Oui, c'est ce que nous venons de calculer. Nous avions calculé epsilon 1, 1, ça veut dire I égale 1, J égale 1. Epsilon 2, 2, ça veut dire I égale 2, J égale 2. Epsilon 3, 3, ça veut dire I égale 3, J égale 3. Epsilon 1, 2, epsilon 1, 3, epsilon 2, 3. Et vous savez que la matrice du tenseur des contraintes, comme la matrice des tenseurs de déformation, sont des matrices symétriques. Ça veut dire si vous prenez epsilon IJ, c'est égal à epsilon JI. Donc, à partir du moment où on a déjà calculé epsilon 1, 2, on n'a plus besoin de calculer epsilon 2, 1, parce que epsilon 2, 1 est égal à epsilon 1, 2. Alors, donc, nous allons placer maintenant ici, c'est la première ligne, première colonne, nous allons placer epsilon 1, 1, n'est-ce pas? Alors, ici, et il est ici, epsilon 1, 1, c'est égal grand U1, 1 plus x3 θ 2, 1, il est ici. Je calcule maintenant l'élément ici, ça sera l'élément de la première ligne, deuxième colonne. Donc, je vais placer ici epsilon 1, 2, il est bien ici, c'est celui-ci. Ici, c'est l'élément de la troisième, disons de la première ligne, troisième colonne. Je vais placer ici epsilon 1, 3. Alors, ici, c'est l'élément de la quantième ligne, quantième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, je vais placer là-bas l'élément epsilon de 2. Très bien. Ici, je vais placer l'élément epsilon 2, 3, parce que nous sommes à la deuxième ligne, troisième colonne. Alors, ici, nous avons l'élément de la troisième ligne, troisième colonne. Donc, c'est epsilon 3, 3. Et nous avions calculé, il était égal à 0. Et comme la matrice est symétrique, je sais que ici, ça sera epsilon 3, 2, qui est encore égal à epsilon 2, 3. Ici, c'est epsilon 3, 1 qui est encore égal à epsilon 1, 3. Ici, c'est epsilon 2, 3, disons 2, 1 qui est encore égal à epsilon 1, 2. Et donc, avec ça, j'ai déjà les expressions du tenseur des déformations.
Donc, avec ça, je viens plus ou moins de finir la cinématique du problème. Ce qui reste, ce que je vais faire par la suite, c'est tout simplement ce que je vais appeler traitement de la cinématique. Alors, si j'ai ces relations-là, telles que vous observez, je vais effacer ça. Dans chaque terme, vous avez les éléments de U d'un côté. Nous avons les éléments en U pour les termes concernant. Disons, ça c'est par rapport à x1, ça c'est par rapport à x2, ça c'est par rapport à x3. Ça c'est par rapport à x1, ça c'est par rapport à x2, et ça c'est par rapport à x3. OK? Alors, si vous regardez bien dans le plan x1, x2, les éléments concernés par le plan x1, x2 sont ici, n'est-ce pas? Et dans ce plan, chaque terme se présente comme une décomposition d'un terme en grand U et d'un terme contenant θ. Grand U, θ. Grand U, θ. Et nous avions dit que les grands U, ce sont les translations des points qui se retrouvent à quel niveau? Dans le plan du feuillet moyen. Tandis que les θ, ce sont les rotations. Alors, donc, vous allez remarquer que cet tenseur de déformation peut se décomposer d'abord en ces éléments, ça veut dire nous dissocions, nous assemblons ensemble tous les éléments qui contiennent grand U. Il se présente ici, regardez bien, à la première ligne, nous avons U11, première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, nous avons 1 demi U12 plus U21, et deuxième ligne, première colonne, c'est la même chose qu'ici, et deuxième ligne, deuxième colonne, nous avons U22. Il se présente ici. Alors, nous avons aussi les termes contenant les dérivés de θ, c'est x3 θ de 1 à la première ligne, première colonne, et ici 1 demi θ de 2 moins θ 2 multiplié par x3 à la deuxième ligne, première colonne, disons à la première ligne, deuxième colonne, ici la même chose. Et en fin de compte, pour les éléments de la troisième ligne comme de la troisième colonne, nous avons ce terme ici, tel que nous le présentons à ce niveau ici. Donc, nous venons de dissocier le tenseur de déformation en 3 sous-tenseurs. Et tel que vous l'observez ici, le tenseur de déformation ne contient que les éléments de translation, oui ou non? Ici, le tenseur de déformation contient les rotations. Or, les rotations provoquent quoi dans la structure? Les rotations provoquent la courbure. Si vous considérez la structure qui se présente ici, si elle rote dans ce sens, elle va se courber. N'est-ce pas? Dans la direction, elle se courbe et dans cette direction, elle peut aussi se courber. Alors, ici, nous avons aussi les autres termes qui concernent les variations du déplacement transversal ainsi que la rotation. Alors, ça, le tenseur qui ne concerne que les déplacements dans le plan du feuillet moyen, c'est ce qu'on va appeler tenseur de déformation membranaire. Ça veut dire que les déformations se passent juste dans le plan de la plaque. Il n'y a pas de courbure, il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de cisaillement transverse. Tout se passe dans le plan. Il y a une translation dans le plan, dans la direction de x1, une translation dans le plan, dans la direction de x2, et une translation, disons un cisaillement, mais toujours dans le plan du feuillet moyen. Ça, c'est ce qu'on appelle les tenseurs des déformations membranaires, qu'on appelle encore tenseurs des déformations de membrane. Ça veut dire que ce sont des déformations qui se passent juste dans le plan du feuillet moyen.
Si je représente ça comme une plaque, ce sont des déformations qui se passent juste dans ce plan. Soit la structure tend à s'allonger ou à se rétrécir dans cette direction, ou elle tend à s'allonger ou à se rétrécir dans cette direction, ou bien elle tend à se déformer par cisaillement, mais toujours dans la direction du plan du feuillet moyen. Là, on parle de déformation de membrane. OK? Alors, lorsque nous considérons maintenant ces termes ici, qui concernent les variations de rotation, ils vont provoquer ce qu'on appelle la courbure. Et on va appeler ça tenseur de déformation des courbures. Tenseur de déformation de courbure. Tandis que les termes qui sont ici, ils vont concerner le cisaillement dans le plan perpendiculaire au plan du feuillet moyen. Ça veut dire, si la structure tend par exemple à se cisailler comme ceci, tel qu'un bloc tend à se surélever par rapport à l'autre, ça c'est ce qu'on appelle le cisaillement transverse. Et le terme qui représente ces déformations, il se présente à ce niveau-ci. Alors, donc, nous venons de voir que le tenseur de déformation peut se dissocier en un terme de membrane, un terme de courbure et un terme de distorsion ou de cisaillement transverse. Je vous ai dit que le terme de membrane, c'est un terme qui concerne les translations juste dans le plan du feuillet moyen. Les termes de courbure concernent la courbure de la plaque et les termes de cisaillement transverse concernent le cisaillement de la plaque dans la direction perpendiculaire au plan du feuillet moyen. Et tel que vous allez le remarquer, si on écrit les tenseurs de déformation membranaire, ça sera tout simplement le gradient des translations du plan du feuillet moyen plus transposer des gradients de translation dans le plan du feuillet moyen. Donc, ça ne concerne que les déplacements dans le plan du feuillet moyen. Si nous écrivons la courbure, c'est égal à 1/2 variation gradient de la rotation plus transposé du gradient de la rotation avec bien évidemment vecteur rotation qui s'écrit. Nous avions dit que le vecteur rotation dans la direction de θ1, dans la direction de x1, c'est une rotation suivant l'axe x2. Dans la direction de x2, ça sera une rotation suivant l'axe de x1. Et dans la direction de x3, c'est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de rotation suivant l'axe de x3. Alors, le vecteur phi peut se noter comme ça et vous pouvez bien vérifier que les tenseurs de courbure, il s'écrit sous la forme 1/2 gradient de la rotation plus transposé de gradient de la rotation. Alors, si vous écrivez les tenseurs de distorsion transverse que j'ai noté, B, il peut s'écrire BI3, c'est égal à 1/2 phi I plus oméga I, tel que je l'ai noté, c'est égal à 1/2 phi plus gradient de oméga. Donc, c'est tout simplement pour dire que la distorsion transverse vient non seulement de la rotation, mais aussi de la variation de la flèche. Parce que je vous ai dit que les oméga là, c'est ça ce qu'on appelle la flèche. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pratiquement? Si vous avez par exemple ce plancher ici, qui est une dalle, n'est-ce pas que c'est une plaque? Ok? Si vous la soumettez vraiment à de très grandes charges, vous allez vous rendre compte que la plaque en question va fléchir. Et en tout point, on peut mesurer le déplacement transversal de la plaque. C'est ça qu'on est en train de représenter par oméga. Alors, s'il y a une très grande variation de oméga, il y a possibilité qu'il y ait rupture par cisaillement transversal. C'est pourquoi quand vous regardez la déformation due à la distorsion transverse, elle est liée au gradient de oméga. Gradient veut dire la variation
dans l'espace. C'est pourquoi dans les structures ou dans les constructions, quand on concerne ce qu'on appelle les états limites de service, on va faire en sorte que les oméga soient limités, autant que cela sera possible. Alors, nous venons de faire combien de minutes normalement? Je vous donne une petite pause de 15 minutes. Comme ça, vous allez souffler de l'air. Et pendant ce temps de la pause, si vous avez une question, prière toujours la poser.